Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal la mi-journée. Bonjour et bienvenue. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, bientôt le lithium va couler à flot à Ngoulamina dans la région de Bougouni. Cette mine qui est le premier en Afrique va apporter au Mali 400 milliards de francs CFA par an pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies à Bougouni, notamment à Ngoulamina. Le ministre des Mines vient d'effectuer une visite dans la mine de lithium SA. Elles sont au début et à la fin du processus de la grossesse. Mieux elles accueillent les nouveaux-nés. Mais de nos jours, le métier des sages-femmes est confronté à plusieurs difficultés, dont la mortalité de la mère ou de l'enfant. C'est pourquoi les sages-femmes du Mali, pour trouver une solution durable, sont autour de la table pour un diagnostic sans complaisance de leur profession. Les acteurs de la chaîne pénale à l'école du recouvrement des avoirs criminels, la session organisée par l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La chronique de ce jeudi s'intéresse aussi au bien mal acquis. Notre chroniqueur Garibou Pérou nous présentera l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, qui traque les individus ou groupes qui touchent aux biens de l'État de façon illicite. Hors du Mali, le président congolais Denis Sassou Nguesso vient de boucler une visite de 3 jours en Libye pour accorder les violons des différents protagonistes pour une paix durable dans le pays. Au Ghana, la passation des charges se met doucement en place. Hier, le président sortant Nana Akufo-Addo et le rentrant John Mahama Dramani se sont rencontrés hier à Accra. En sport, c'est parti pour la 4e journée du championnat national de football avec la victoire du Doliba AC sur l'USFAS. Et puis le Maroc, l'Espagne et le Portugal vont abriter la Coupe du Monde 2030. Une Coupe du Monde qui sera également un retour aux sources pour le trophée en Uruguay, puisque la première édition de Dame Coupe du Monde a été disputée en Uruguay. Et la leçon du sport de ce jeudi va nous parler de la défense à handball. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, le ministre des Mines, Amadou Keïta, vient d'effectuer une visite sur le site du lithium du Mali, à Ngoulamina, dans la région de Bougouni. L'objectif est de s'enquérir de l'état d'achèvement des travaux de l'usine qui sera inaugurée très prochainement. La mine de Ngoulamina, une fois productive, grâce au contenu local, va apporter au Mali près de 400 milliards de francs CFA par an. On fait le point de cette visite du ministre des Mines à Ngoulamina avec Jafar Aïdara. En vue de l'inauguration imminente de lithium du Mali SA de Ngoulamina, le ministre des Mines Amadou Keïta est venu s'enquérir de l'état d'achèvement des travaux de la construction de l'usine. Au cours de cette mission, le ministre et sa délégation ont eu droit à une visite guidée. La carrière de lithium passant par l'usine de concassage jusqu'à l'entrepôt du spédomaine. Amadou Keïta, ministre des Mines. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'usine est en capacité totale de fonctionner. C'est un projet majeur. Cette usine, c'est la première mine de lithium en Afrique et l'une des 5 plus grandes au monde. Et qui nous permet aujourd'hui donc de sortir de la seule production de l'or pour aller vers ces minéraux stratégiques que tout le monde recherche. Selon le ministre Keïta, cette mine de lithium du Mali va largement contribuer à l'économie malienne au regard de sa grande capacité de production annuelle. Amadou Keïta, ministre des Mines. Il va être pourvoyeur de revenus en termes donc d'abord de chiffre d'affaires qui devrait s'élever à 680 milliards par an. Aujourd'hui, l'État du Mali a adopté ce qu'on appelle la loi relative au contenu local qui oblige toutes les sociétés minières à recourir aux entreprises nationales dans toute la chaîne de valeur de la production minière. Et ce qui fait que ces recours donc à nos sociétés va générer un chiffre d'affaires d'à peu près 400 milliards de francs CFA. Autre chose encore, il y aura des dividendes, un dividende qui sera généré et qui va donc être partagé entre l'État et son partenaire. Et vous savez que cette mine va fonctionner sur la base du code de 2023. Pour le moment, les regards sont orientés vers l'inauguration de ce gigantesque projet qui ne saurait encore tarder. Bougouni, Chafaraïdra,
Djibril Barayogo pour l'ORTM. Debougni retour à Bamako pour parler d'un autre titre de ce trésor. Il s'agit de l'atelier de sensibilisation des acteurs de la chaîne pénale au mécanisme de recouvrement des avoirs criminels qui a ouvert ses travaux hier. Il est organisé par l'Agence de recouvrement de gestion des avoirs saisis ou confisqués en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il vise à outiller les acteurs de la chaîne pénale en matière de recouvrement des avoirs criminels. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Noum Sissoko nous fait le point. L'Argasc, agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, est un établissement public à caractère administratif. La structure s'occupe des avoirs saisis ou confisqués dans le cadre des procédures pénales relatives à la délinquance économique et financière. C'est pourquoi l'agence outille les acteurs de la chaîne pénale pour avoir une compréhension commune des mécanismes de recouvrement des avoirs criminels et renforcer la collaboration entre les différents maillons de la chaîne pénale. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Oumar Traoré, directeur général de l'Argasc. Les biens issus de cette forme de criminalité qui est la corruption et les infractions assimilées donc sont tantôt investis au Mali et tantôt à l'extérieur. C'est pour cela que nous avons bien voulu associer ces deux thèmes, recouvrement dans ces mécanismes et la coopération judiciaire internationale. Roland Sepi, représentant résident adjoint du PNUD au Mali. Le recouvrement des avoirs criminels va bien au-delà de la récupération des ressources financières détournées. Il incarne une justice réparatrice, rétablit les droits de l'État et des victimes et renforce la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires. Cet atelier vise à mobiliser les acteurs de la chaîne pénale en faveur du recouvrement des avoirs criminels selon le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Aboubakar Sidiki Diarra. De façon spécifique, il serait question de concrétiser le recouvrement des avoirs, renforcer la collaboration entre les différents acteurs, systématiser le recouvrement également des avoirs et faire en sorte que les investigations et le traitement judiciaire des dossiers soient mieux appréhendés à l'aune des nouvelles méthodologies et méthodes déjà inscrites dans des textes. L'objectif de l'atelier est de favoriser l'intégration systématique des mécanismes de recouvrement dans les enquêtes et les procédures judiciaires tout en tirant parti des outils de coopération internationale. Elles sont au début et à la fin du processus de grossesse d'une femme, aident les femmes à donner naissance à l'enfant, accueillent le nouveau-né. On les appelle les sages-femmes, c'est-à-dire la femme sage du village qui aide la femme à donner bas. Alors, certains aussi les appellent les matrones ou aides ou assistantes. Aujourd'hui, dans notre pays, le métier de sage-femme se trouve à la croisée des chemins. C'est pourquoi les sages-femmes du Mali, à travers le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, se retrouvent autour de la table pour parler sans complaisance de leur métier, malgré l'évolution des nouvelles technologies. Les états généraux de la sage-femme au Mali, c'est avec Soukana Kamisoko. Le métier de sage-femme est une profession médicale, un accompagnant de la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Elle occupe dans le système de santé une place particulière. Au jour d'aujourd'hui, la profession se trouve confrontée à d'énormes difficultés, au nombre desquelles le manque de formation adéquate, le nombre élevé du taux de décès maternel et la mauvaise répartition des sages-femmes sur le territoire national. C'est pour faire face à ces préoccupations que se tiennent ces assises. Maïga Fatoumata Maïga, présidente du Conseil national de l'ordre des sages-femmes du Mali. Au Mali, selon l'EDS 2018, le taux de mortalité maternelle est estimé à 325 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité néonatale est estimé à 33 pour 1000 naissances vivantes selon EDS 7. Le taux de mortalité infantile à 52 pour 1000 naissances vivantes selon EDS 7 aussi. Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 87 décès pour 1000 naissances vivantes selon EDS 7. Face à ces chiffres alarmants, nous trouvons nécessaire de faire face à ces problèmes en organisant un atelier de 3 jours des états généraux de notre profession pour trouver des solutions et lutter contre ces taux élevés de la mortalité maternelle et néonatale.
L'initiative qui vise à améliorer la qualité des soins offerts aux patients a été possible grâce à l'appui de l'UNFPA et le projet Suède. Vivata Leblanc, chef santé UNFPA. Ces états généraux deviennent à point nommé alors que le pays organise des états généraux de la santé et j'encourage que ces travaux puissent donner des recommandations clés stratégiques pour renseigner ces états généraux de la santé et pour corriger de manière innovante avec des stratégies qui répondent aux défis qui sont réels. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Les chiffres alarmants nous interpellent tous et plus spécifiquement les sages-femmes que vous-même justifiez par la tenue de ces présences assises. À la fin de cette rencontre de 3 jours, les participants venus de plusieurs régions et du district de Bamako formuleront des recommandations susceptibles d'améliorer la qualité du travail et des soins offerts à la population par les sages-femmes. Entre la santé et l'humanitaire, aucune barrière. C'est pourquoi le commissariat à la sécurité alimentaire, en partenariat avec l'ONG Talit ou Aide, a fait don de 5 tonnes de riz aux déplacés internes de Sirakoro à Bamako. Cette remise de vivres aux populations vulnérables est lieu hier et rentre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Ngueta. Le point, c'est avec Abdul Karim Kawa. 6 tonnes de riz pour 91 ménages, c'est le don remis ce mercredi aux déplacés internes de Sirakoro. La mise en œuvre de cette aide est assurée par l'ONG Talit ou Aide, qui a identifié les bénéficiaires. Mama Walet Najim, coordinatrice de l'ONG Talit Aide. Notre objectif est de promouvoir l'amélioration des conditions d'existence de la femme et sa participation à la gestion socio-communautaire. L'insertion sociale et professionnelle des femmes et des jeunes filles en situation difficile, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette énième remise du commissariat à la sécurité alimentaire précède plusieurs autres. Cela conformément à sa mission d'apporter une assistance alimentaire immédiate aux plus vulnérables. Erdogan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Le président a insisté qu'on soit mobilisé auprès de l'ensemble des Maliens et c'est dans ce cadre-là que nous avons apporté l'assistance de l'État, en premier lieu aux populations qui ont été touchées par ces inondations, mais aussi à toutes les populations qui sont en nécessité et qui ont besoin d'assistance de l'État et de ses partenaires. Le commissariat à la sécurité alimentaire va poursuivre ses activités avec la 9e édition de la vente à prix social à travers ce mécanisme dit de la facilité alimentaire malienne qui se tient chaque mois dans les 6 communes du district de Bamako. Les 13h12, l'actualité hors du pays au Ghana, 2 jours après la proclamation des résultats de la présidentielle par la commission électorale de la transition entre les deux présidents se met doucement en marche. Le président sortant Nana Akufo-Addo et le président élu John Mahama Dramani se sont rencontrés hier. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré une trentaine de minutes. Le président sortant Nana Akufo-Addo a félicité son successeur John Mahama Dramani. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a bouclé hier sa visite de 3 jours en Libye en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Il a mené des entretiens avec les principaux responsables libyens. Il a rencontré les autorités de Tripoli et également les autorités de Benghazi. L'objectif est d'amener toutes les parties à un processus de réconciliation nationale qui pourrait mener à des élections pour une paix durable en Libye. L'Éthiopie et la Somalie ont convenu hier de tenir des pourparlers pour résoudre un différend suscité par l'accord entre les deux pays. La Turquie va jouer le rôle de médiateur. La pomme de discorde entre les deux pays a été la reconnaissance de l'indépendance du Somaliland par l'Éthiopie et pour la Somalie, cette reconnaissance est une atteinte à sa souveraineté. Cet accord est intervenu hier après la rencontre du président turc Recep Tayyip Erdogan avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Enfin, au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite officielle de 2 jours à partir de ce jeudi qui va le conduire en Jordanie et en Turquie pour parler de la situation de la Syrie. Anthony Blinken va rencontrer le roi Abdallah II de Jordanie et le président de Turquie Recep Tayyip Erdogan. Dans un instant, le sport.
Je le disais dans les titres de ce journal, la FIFA a dévoilé hier le nom des pays hôtes pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde. Alors qu'au plan national, l'actualité est dominée par le championnat national, la 4e journée qui a débuté hier avec la victoire du Joliba à Sédéban. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Championnat national professionnel de football, la 4e journée a démarré hier. Au stade Mamadou Konaté, l'ISFAS a plié devant le Joliba 2-1. La journée se poursuit demain après-midi. Au stade Salif Keita de Kati, 11 caractères affrontera à Fé à partir de 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, l'AS Bakaridjan accueillera Binga FC. Les rencontres FC Djara AS Police, US Bougouni Asko et US Bougoba AS Real se joueront samedi. La rencontre Sabre de Bakou Étoile du Mandé se jouera à une date ultérieure. En Europe, la Ligue des champions d'Europe a bouclé hier sa 6e journée. Atlético Madrid a battu Slovan Bratislava 3-1. Lille a dominé Sturm Graz par 3-2. Borussia Dortmund a été battu à domicile par l'FC Barcelone 3-2. Juventus Turin a battu Manchester City par 2-0. Le Milan AC a eu raison de l'Étoile Rouge Belgrade 2-1. Stuttgart a gagné 5-1 devant Young Boys et Arsenal l'a emporté 3-0 devant Monaco. Parlons à présent de la Coupe du Monde. La FIFA a confirmé une nouvelle attendue depuis plusieurs mois, à savoir l'attribution des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de football. Pour la deuxième fois de son histoire après 1982, l'Espagne accueillera le tournoi sur ses terres. Mais cette fois-ci, le champion du monde 2010 sera épaulé dans sa mission avec deux de ses voisins, à savoir le Portugal et le Maroc. Si l'Espagne, qui a obtenu la plus grosse part avec 11 stades dans 9 villes, le Maroc 6 stades dans 6 villes et le Portugal 3 stades dans 2 villes, vont concentrer la majeure partie de l'épreuve. La FIFA a fait une fleur à l'Argentine, au Paraguay et à l'Uruguay. Ces 3 pays d'Amérique du Sud vont effectivement accueillir 3 matchs d'ouverture pour fêter le centenaire de la compétition, puisque la première a eu lieu chez le dernier cité en 1930. Le compte à rebours est lancé en attendant donc de savoir si le mondial aura lieu en été ou en hiver. Exactement, on ne va pas vous lâcher puisqu'on va continuer avec vous pour que vous nous parlez de la leçon de sport de ce jeudi qui parle de handball. Voyons tout ça avec vous. Le handball, tout comme les autres sports collectifs, repose sur une défense solide. La défense est l'une des bases du handball moderne, nous explique Amadou Maïga, entraîneur de handball. Sa première phase tactique commence par la défense. Elle consiste à fermer les espaces afin que l'adversaire ne puisse marquer un but. En handball, le défenseur doit être très courageux, ne pas avoir peur de la balle. Car souvent, il y a des tirs qui viennent, le passeur bouge, il trompe son gardien de but. Le choix d'un système défensif ne relève pas du hasard. Ces différents systèmes de défense sont mis en place en fonction de la morphologie des joueurs de l'équipe adverse ou du schéma tactique qu'ils jouent. Chaque défense repose sur un système et un dispositif, nous dit Amadou Maïga. Quand une équipe a de très bons tireurs, généralement on joue les défenses étagées. La 3-3, la 3-2-1, la 4-2. La zone plus 1, ça c'est quand l'équipe adverse a un très bon tireur qui vous fatigue, vous jouez la zone plus 1. C'est-à-dire le tireur est marqué en homme à homme et les autres jouent la zone. Il faut cependant noter qu'au handball, il y a plusieurs systèmes défensifs. Il y a plusieurs types de défense. La 6-0, la 5-1, la 4-2, la 3-2-1, la 3-3 et la zone plus 1. Le dispositif défensif se définit donc par la position de référence des joueurs sur le terrain. Chronique judiciaire. Et dans la chronique judiciaire de ce jeudi, dans le viseur de Garibou-Pérou, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite rendu opérationnel en 2017, qui est une institution clé dans la prévention et l'investigation des patrimoines mal acquis. Il est chargé de traquer les individus et les groupes qui accumulent des richesses de manière illicite en violation des normes économiques et légales. Environ, tenez-vous bien, 200 dossiers d'investigation ont été ouverts, dont 29 transférés à la justice. Quel est le processus d'investigation adopté par l'OCLEI pour juger de la pertinence d'un dossier d'enrichissement illicite? Combien de dossiers ont-ils été transmis à la justice depuis l'opérationnalisation en 2017 à aujourd'hui, 2024? Qui sont les personnes assujetties aux déclarations de biens? Voyons tout ça dans la chronique judiciaire avec Gary Bouper. Dans le viseur de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, on voit les agents publics. Ils sont identifiables par les trains de vie sans rapport avec leurs revenus légitimes, ce qui amène l'OCLEI à prendre les mesures au plan national, sous-régional, régional et international. Dr Moumouni Kindo, président de l'OCLEI. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite
est un service public que l'État du Mali a créé en 2014 et en 2015 pour lutter contre la corruption sous l'angle de l'enrichissement illicite, en mettant un accent particulier sur l'acquisition des biens par les agents publics. La confusion faite entre l'Office, le bureau du vérificateur général et d'autres services de contrôle et de répression est courante. Pourtant, ils sont bien différents. Le CLEI n'est pas au sens strict un service de contrôle, mais plutôt une structure de lutte contre la corruption sous l'angle de l'enrichissement illicite. Les structures de contrôle examinent l'ensemble de l'entité qui est contrôlée, alors que le CLEI ne visera pas la structure dans sa globalité, ni les opérations de la structure, mais le comportement individuel d'un agent, sa relation par rapport à l'acquisition de biens. Pour juger de la pertinence d'un dossier d'enrichissement illicite, le CLEI adopte un long processus d'investigation. Le processus commence au niveau de l'unité des plaintes et des dénonciations. Cette unité tient un numéro vert 80 00 22 22 sur lequel les citoyens sont autorisés à déposer des dénonciations. Nous avons une longue procédure d'investigation qui peut s'étaler sur 2 mois à 6 mois, voire au-delà, et qui respecte des principes cardinaux comme le respect des droits des personnes sous enquête, notamment les droits à la défense, le principe du respect du contradictoire, le principe de la légalité des éléments de preuve et le principe de la traçabilité. De son opérationnalisation en 2017 à aujourd'hui, le CLEI a transféré de nombreux dossiers à la justice et les personnes qui sont mises en cause ont les profils divers. Nous avons lancé environ 200 dossiers d'investigation. Sur les 200 dossiers, nous avons transmis à la justice 29 dossiers. Les 29 dossiers représentent environ 26 milliards de francs CFA. Il y a plusieurs types d'enrichissement illicite. L'un comme dans l'autre, on constate que c'est la corruption qui alimente la pratique. Selon la loi de 2014, le premier type d'enrichissement illicite est constitué par l'augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public dont la valeur ou le coût d'acquisition dépasse les revenus légitimes qu'il a obtenus. Deuxième type, c'est un train de vie mené par un agent public sans rapport avec ses revenus légitimes. Les corrompus et les corrupteurs sont soumis à la même sanction pénale. Leur sort est donc lié. Le sort étant lié, la pratique a révélé que les intéressés sont dans une certaine forme d'omerta. Pour faire acte de transparence, certains agents publics sont assujettis à la déclaration des biens. Selon la loi malienne, tous les magistrats, par exemple, sont assujettis, tous les préfets, sous-préfets sont assujettis, tous les ministres sont assujettis, tous les chefs d'institution sont assujettis, tous les directeurs nationaux ou généraux sont assujettis, tous les chefs d'état-major sont assujettis et services assimilés, tous les comptables publics, tous les régisseurs ainsi que tous les agents qui sont responsables de la passation des marchés publics ou qui sont responsables de la gestion des services financiers, d'assiette ou de recouvrement. Bien sûr, les autorités administratives indépendantes comme le CLEI sont également assujetties. Le combat contre l'enrichissement illicite est engagé. Il s'agit de rejeter spontanément la corruption qui est le mal du siècle. Chacun doit être vigilant et rejeter la corruption. Lorsque les citoyens rejettent la corruption, les corrompus et les corrupteurs auront peu d'opportunités de se livrer à la corruption. Traquer les délinquants et de rendre des comptes aux citoyens est possible. Les différents rapports de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est une machine de guerre contre la corruption et les pratiques assimilées. Et pour ce faire, un numéro vert 80 00 22 22 pour dénoncer et aider l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite dans sa mission de service public. Il est 13h22 à Logo-Kakulu, également à Samegar, ainsi qu'à Dramane, région de Kaye, même heure à Douninkoro, région de Ségou. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde Alimata Ouattara, réalisation Draman Sanogo, mise en ligne Badi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Sédou Fomba, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Kanim Keita sera là pour les avis et communiqués.
Moi, je vous retrouve demain vendredi à 7h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.